Merci encore d'être avec nous. Je vous en prie. Voilà. Bonjour, je suis très heureux, comme le président Majoyer vient de le dire, d'être pour ma première participation physique au Forum CB. Les années précédentes, j'étais en ligne, mais c'est encore mieux d'être avec vous. Alors, on va démarrer cet entretien, si vous le voulez bien, par un tour d'horizon de la conjoncture économique française, parce qu'il y a plusieurs signaux qui passent à l'orange en ce moment. La hausse des taux se diffuse peu à peu à l'ensemble de notre économie, crise immobilière, hausse des faillites, rebond du chômage. Est-ce que vous estimez que nous sommes dans une tendance générale négative ou est-ce seulement un à-coup, selon vous ? Je vais un peu nuancer le paysage que vous venez de dessiner, qui était assez sombre. Il y a incontestablement ralentissement économique. Mais je voudrais qu'on se mette un an en arrière, mettons novembre 2022, et qu'on se souvienne quel était le scénario dominant à l'époque dans les prévisions. Et je ne crois pas déformer la mémoire en disant que c'était un scénario nettement plus sombre. C'était un scénario où l'inflation s'installait durablement, où on allait avoir la récession, et certains y ajoutaient même, souvenez-vous, une crise énergétique brutale dans l'hiver 2022-2023, ou au plus tard dans l'hiver 2023-2024. Nous n'aurons aucun de ces trois éléments. Et je veux être un peu clair là-dessus. Sur la récession, je vais redire que vu d'aujourd'hui, alors évidemment il peut y avoir des surprises, des chocs, mais vu d'aujourd'hui, la France, comme la zone euro, échapperont à la récession en 2023 comme en 2024. Notre prévision pour la croissance française, c'est 0,9 cette année et 0,9 à nouveau l'an prochain. Au passage, c'est le même chiffre, ce n'est pas la même composition, ce qui est intéressant sur le plan conjoncturel. La croissance 2023 a été très tirée par les exportations, la croissance 2024 serait tirée par la reprise de la consommation, correspondant aussi au fait que l'inflation diminuant, je vais y venir, les salaires réels et donc le pouvoir d'achat vont augmenter. Ça, c'est sur l'activité. Je ne dis pas que c'est flamboyant. Vous êtes néanmoins un peu moins optimiste que le gouvernement, qui lui mise plutôt sur une croissance de 1,4%, non ? Oui, alors ça, c'est, si vous me permettez un compliment, c'est une question que les journalistes posent souvent, mais il y a un écart, effectivement, pour l'année 2024, entre 0,9 de notre côté et 1,4 du gouvernement. La Banque de France est traditionnellement sans doute plus prudente. On verra à la fin. Mais nous avons de bonnes raisons de penser que c'est 0,9. Mais de toute façon, c'est une croissance faiblement positive, ce n'est pas une récession. Sur l'emploi, incontestablement, avec ce ralentissement, il y a une remontée modérée du chômage, nous le voyons. Notre prévision, depuis plusieurs trimestres, c'est qu'on irait vers 7,5 à 8% de taux de chômage. Je vous rappelle qu'on est à 7,4 aujourd'hui. Mais là aussi, il faut prendre la vue longue. L'emploi résiste infiniment mieux que ce qu'on pouvait attendre. Je vais le dire avec humilité, la Banque de France, comme la Banque Centrale Européenne, comme tous les autres prévisionnistes, s'est trompée sur l'emploi et a été surpris en bien. Et ça correspond au fait que les entreprises n'ajustent pas leurs effectifs au fur et à mesure de l'activité parce qu'elles préfèrent les fidéliser, etc. Ça correspond aussi au fait, et ça c'est un phénomène qu'on voit partout, pas seulement en France, ça correspond aussi au fait qu'il y a eu un certain nombre de réformes en France favorables à l'emploi, les réformes sur le marché du travail, le développement de l'apprentissage, etc. Bon, voilà pour l'activité. Alors j'en viens à l'inflation, qui est évidemment une question clé par rapport au taux. Par rapport au scénario noir que j'évoquais, nous sommes en train de faire des progrès significatifs dans la lutte contre l'inflation. Alors là, si vous voulez bien, je vais prendre les chiffres de la zone euro, parce que c'est ceux-là qui sont déterminants pour la politique monétaire dont vous parliez. En octobre 2022, l'inflation en zone euro était à 10,6%. C'était le pic. Et c'était, souvenez-vous, le pic aussi de la crise énergétique. En octobre 2023, un an après, l'inflation en zone euro est tombée à 2,9%, donc divisé par plus de 3. Et nous verrons jeudi quels sont les chiffres provisoires sur le mois de novembre. Alors, 2,9, c'est encore trop par rapport à notre objectif de 2%. Mais je vais le dire aujourd'hui comme une prévision, et si vous voulez bien un peu plus qu'une prévision, comme un engagement, sauf choc extérieur majeur. Nous allons
ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025, en Europe comme en France. Et nous allons le faire aussi grâce à la politique monétaire, peut-être dernier élément de réponse à votre question, comme vous avez parlé des taux. Bien sûr, la décélération des prix de l'énergie a aidé dans cette désinflation, mais pas seulement. Nous regardons de près, comme vous le savez sans doute, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, qui représente quand même 70% de la consommation des Français. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins spectaculaire que le prix de l'essence à la pompe ou le prix du caddie dans l'hypermarché, mais elle risque d'être plus durable. L'énergie et l'alimentation dépendent des prix mondiaux et c'est toujours des chocs temporaires et nous le voyons encore cette fois-ci. Mais il ne fallait pas laisser cette inflation sous-jacente diffuser, s'installer. Et c'est là que la politique monétaire est pertinente et c'est là qu'elle est efficace. Nous avons passé le pic de l'inflation sous-jacente depuis le début de l'année, avec une baisse qui est sensible. Et donc, pour le dire d'une image très triviale, l'inflation, c'est la maladie. C'est la première préoccupation de nos concitoyens et de beaucoup de chefs d'entreprise. Les taux d'intérêt, c'est le remède. Je ne dis pas que le remède soit toujours agréable, mais le remède est efficace. Et est-ce que le remède... Pour aller au bout, je avance peut-être la question que vous alliez poser. Je crois qu'il ne s'agit pas maintenant d'augmenter la dose du remède et que nous allons maintenir les taux à leur niveau plutôt que de les augmenter à nouveau. Là encore, sauf choc ou surprise, mais qu'il faut une durée de traitement suffisante pour assurer la bonne transmission de la politique monétaire. Voilà, je crois que c'est ça l'image globale. Alors, je rappelle par ailleurs, si vous me permettez un sourire, qu'à l'époque où il y avait les taux bas, on leur trouvait plein de défauts. Mais en général, je devais répondre à une question symétrique de celle que vous venez de poser. Une fois que les taux bas sont passés, ils gagnent plein de qualités. Mais tout ça doit nous encourager sur nos actions à tous. Ce que nous faisons est toujours formidable avec quelques années de recul. Mais ça, c'était une boutade. Oui, parce qu'un des effets de la hausse des taux pour les ménages français, c'est notamment la crise de l'immobilier qui continue à se creuser en France. Il faut aujourd'hui avoir de plus en plus d'apports pour acheter son logement. Est-ce que ce secteur va encore se tendre selon vous ? Ça, c'est un des sujets du Forum CB d'aujourd'hui, le crédit immobilier. Non, mais je salue devant le président et le directeur général Philippe Lolani, que je salue aussi avec amitié. Je salue la variété des sujets. Non, un petit mot rapide sur le crédit immobilier. Par rapport à ce que je disais il y a une minute sur les taux bas, il faut être conscient que c'est la situation de 2021, début 2022, qui était exceptionnelle. Des taux de crédit immobilier entre 1 et 1,5%, des productions mensuelles de plus de 20 milliards d'euros. On n'avait jamais vu ça. Et donc, comparer les volumes actuels à un pic absolument exceptionnel n'a pas beaucoup de sens. Une fois qu'on a dit ça, je crois que... Alors, il y a des phénomènes de demande très importants, parce que les ménages attendent probablement un certain ajustement des prix de l'immobilier, et puis beaucoup ont accompli leur projet immobilier pendant ces années de production massive jusqu'à l'été 2022. Il y a un certain attentisme de la demande, mais je crois qu'il est souhaitable que la production de crédit bancaire maintenant se stabilise et reparte progressivement. Monsieur le gouverneur, parlons maintenant de l'euro numérique, qui serait un moyen de paiement électronique mis gratuitement à la disposition de tous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles caractéristiques il aura et quel est le calendrier un petit peu du projet ? Quand va-t-il voir le jour ? Alors, c'est une affaire de plusieurs années. Vous me permettez d'abord de situer l'euro numérique dans un paysage plus global qui est celui de la stratégie européenne des paiements. Et là, je crois qu'on est vraiment du même côté de la table. Je vais d'abord partager avec vous, et nous sommes tous dans ce sujet des paiements à des titres divers depuis pas mal d'années. Je vais partager avec vous le fait qui était très visible dans l'intervention du président, que les paiements sont passés à l'avant-scène stratégique des débats sur le monde de la finance. Et je trouve que cette évidence mérite qu'on s'y arrête. Parce que, souvenez-vous, je vais parler d'époque pas si lointaine, il y a 10 ou 15 ans, on parlait d'abord plus de monétique que de paiement. On entrait en monétique un peu comme on entre en religion, si vous me permettez l'expression. Et c'était vu comme une activité extrêmement technique, apanage de quelques spécialistes, et avec les avantages et les inconvénients d'une activité très technique qui était plutôt, elle, en coulisses qu'à l'avant-scène.
les paiements, c'est totalement stratégique. Dans la vie quotidienne de nos concitoyens et des entreprises, mais dans la maîtrise des données, et je rejoins le mot que Jean-Paul Mazoyer a employé, dans la souveraineté de l'Europe. Les paiements et la monnaie, ça a toujours été un partenariat public-privé. Et ça doit être clair à propos de l'euro numérique, je vais rentrer dans les détails, ça doit faire partie d'un partenariat public-privé. Hein ? À propos du privé, on y reviendra peut-être, mais je salue quand même deux initiatives extrêmement importantes et qui ont un total soutien de la Banque de France. C'est EPI devenu Wero, ou qui va devenir Wero, et je sais le rôle qu'y ont joué les banques françaises. Et puis, CB, votre plan stratégique, Dynamique 2026, etc. Et je dois dire que la notion de triangle de souveraineté, je vais l'emprunter à Jean-Paul Mazoyer en disant la souveraineté européenne dans les paiements, c'est un triangle dans l'ordre qu'on veut. EPI plus CB plus euro numérique, je souscris à 100% à cette analyse. Nous sommes du même côté dans cette affaire. Et avoir une stratégie européenne des paiements face à des acteurs non européens puissants, innovants, me paraît être notre priorité commune. Ça a peut-être l'air d'une évidence, mais je crois qu'elle est assez puissante. Donc un enjeu fondamental de souveraineté. Voilà. Et il y a des débats sur le comment de l'euro numérique, on va y venir. Mais ne nous déchirons pas sur le principe, parce que c'est un élément de cette stratégie de souveraineté, et si nous nous déchirons entre acteurs européens sur le principe, nous faisons la joie des acteurs non européens. Alors, l'idée de l'euro numérique, c'est quoi? C'est ce partenariat public-privé. Je ne vais pas parler à l'horizon de siècles de l'histoire de la monnaie, mais depuis des siècles, il y a de la monnaie de banque centrale et il y a de la monnaie de banque commerciale. La monnaie de banque commerciale est extrêmement majoritaire dans les paiements et je pense que cette situation demeurera. La monnaie de banque commerciale est un lieu d'innovation très fort, CB en a porté beaucoup, et tout ce qui se passe autour de la numérisation. Il se trouve que la monnaie de banque centrale prend aujourd'hui la forme des billets qui ont été en leur temps, il y a 2 ou 3 siècles, une grande innovation technologique, mais qui évidemment, à l'ère de la numérisation, trouvent leurs limites. Le billet va continuer. Correspond à une attente d'un certain nombre de nos concitoyens, mais il a évidemment des limites. L'idée de l'euro numérique, c'est d'abord ça, c'est de pouvoir émettre une monnaie de banque centrale qui est le meilleur de la sécurité, de la gratuité, de l'universalité de la monnaie publique et le meilleur de l'innovation. Mais j'insiste sur le partenariat à pas mal de titres. D'abord, elle sera distribuée par les banques, elle aura un plafond, et je sais qu'il y a des questions souvent posées sur est-ce que ça va faire des transferts massifs des dépôts? Non. Et elle sera au libre choix de nos concitoyens. Et donc il n'y a pas d'objectif de part de marché, il ne s'agit évidemment pas de désintermédier les banques, j'ai parfois lu ça dans des articles de presse, y compris de la presse internationale il y a 1 ou 2 ans, c'est absolument pas ce dont il s'agit. Il s'agit de la forme moderne de ce partenariat public-privé que nous avons développé avec succès depuis des décennies. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages, y compris pour CB, mais on va sans doute y revenir. Et en termes de calendrier, où en est-on? Alors, en termes de calendrier, nous avons terminé une phase d'investigation consistait à étudier les divers composants et nous passons dans une phase de préparation qui a commencé officiellement au début du mois de novembre. Nous l'avons décidé au Conseil des gouverneurs le 18 octobre. Et la phase de préparation vise notamment 2 choses. Il y a un volet juridique avec une proposition de la Commission qui est sur la table depuis fin juin et qui va être discutée dans la démocratie européenne comme c'est la règle, le Conseil ECOFIN, le Parlement, et cette discussion va prendre le temps nécessaire. Je crois que ça doit être une vraie discussion publique et démocratique. Et puis, en parallèle, il y a la préparation technique. Donc ça consiste à préparer l'infrastructure informatique, à faire un certain nombre d'expérimentations en réel.
Et puis à travailler avec toute une série de partenaires, dont en première ligne les banques. Je me permets d'y insister, les banques sont les premiers partenaires autour de la table. Soyez présents, faites entendre votre voix et votre souhait, y compris sur le mode de distribution. Je crois que nous poussons au maximum, nous, Banque de France, sur une solution que nous appelons Digital Euro Inside, c'est-à-dire que l'euro numérique puisse non seulement, les comptes seront ouverts par les banques, mais qu'on puisse utiliser les applications des banques, que le scheme de l'euro numérique, qui aura le mérite d'harmoniser les règles à l'intérieur de la zone euro, puisse aussi servir au schéma de type CB. Et je crois que ça ouvre des opportunités européennes pour les acteurs privés sur la base de règles harmonisées. Digital Euro Inside, EPI est évidemment le premier bénéficiaire potentiel de cette harmonisation des règles. Parfait, pour l'euro numérique. Donc... Pardon, je n'ai pas été tout à fait au bout du calendrier. Ça veut dire un lancement possible en fonction des débats juridiques d'un côté et de la préparation technique, mais probablement d'ici 4 à 5 ans. J'insiste sur le fait que la décision n'est pas prise. Très bien, merci pour toutes ces précisions autour de l'euro numérique. Parlons des paiements français. Quelle est votre ambition pour qu'ils restent toujours aussi résilients, sécurisés et souverains dans le monde instable que nous traversons? Alors, je rebondis sur votre mot « souverain ». Encore une fois, je crois que ce point est absolument clé, parce que s'y joue une part très importante de l'activité bancaire, des besoins au quotidien de nos concitoyens, mais aussi s'y joue la maîtrise des données. Et on sait de plus en plus que l'activité bancaire et financière, ça n'est pas seulement le traitement de l'argent, si vous me permettez, c'est le traitement des données. Et voilà, pardon de rappeler cette évidence triviale, un Français aujourd'hui, il est en contact avec sa banque peut-être 1 ou 2 fois par mois sur des opérations financières. Il est en contact avec son opérateur de paiement qui se trouve être souvent sa banque plusieurs fois par jour. Ça fait une énorme différence. Donc c'est la clé de la maîtrise de la donnée et de la relation client. Donc je crois qu'en la matière, il faut effectivement pouvoir être à la pointe de l'innovation, et je n'ai pas beaucoup de doute que CB l'est. Il faut pouvoir être à la pointe de la sécurité, et là aussi je n'ai pas beaucoup de doute que CB travaille en ce sens, et il faut de plus en plus pouvoir être aussi à la pointe de l'internationalisation ou de l'acceptation la plus large possible à travers les frontières. Alors c'est là que se jouent des accords possibles entre schémas nationaux, et CB est le premier schéma national à l'intérieur de l'Europe. Je salue, et ça fait partie de votre plan 2026, l'expérimentation avec Guy Rocard côté allemand. Alors ça va prendre un peu de temps, mais à regarder. Je salue évidemment EPI ou Euro, alors qui couvre l'aspect paiement mobile. Sur la carte, ceci va reposer largement sur les schemes nationaux. Et je crois que nous devrions réfléchir, là je vais aller au-delà de CB, nous devrions réfléchir à une plateforme européenne intégrée d'échanges adaptée à l'ère digitale. Si vous me permettez 1 minute là-dessus, je vais vous inviter à une lecture qui peut paraître austère. C'est le dernier rapport annuel de la BRI, la Banque des règlements internationaux. Il se trouve que j'en suis le président. Mais vous verrez que le chapitre 3, à propos de la tokenisation de la finance et des paiements, évoque une espèce d'utopie mondiale qu'ils appellent le Unified Ledger. Ledger, le registre. Je crois qu'avant d'avoir une plateforme mondiale, regardons si nous pouvons avoir une plateforme européenne sur laquelle les acteurs européens peuvent échanger de la monnaie numérique de banque centrale, de la monnaie évidemment commerciale qui prendra peut-être aussi une forme tokenisée. Je vous rappelle la tokenisation, ce mot barbare, token veut dire jeton, c'est la capacité à travers la blockchain d'échanger non seulement des flux d'argent, mais aussi des flux d'informations ou des contrats. Et ça, je crois que c'est une technologie évidemment prometteuse. Et puis, la tokenisation d'un certain nombre d'actifs financiers.
Je crois que le gros enjeu pour nous, Européens, et je pense que CB en est parmi d'autres un acteur clé, c'est de construire cette plateforme européenne. L'Eurosystème est prêt avec les acteurs privés à étudier les choses en ce sens. Voilà, disons-nous très directement que si nous n'avons pas une solution européenne d'ici quelques années, qui est à la pointe de l'évolution de la technologie, notamment sur cette numérisation et cette tokenisation, qui est une étape supplémentaire de la numérisation, c'est probablement d'autres acteurs qui le fourniront. Alors ça peut être les grands schemes internationaux, mais ça peut être encore plus les big tech et leurs fameuses émissions de cryptoactifs ou de ce qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins, c'est un jeton tokenisé qui a une valeur fixe contre une monnaie internationale, le dollar ou pourquoi pas l'euro, et qui pourrait être utilisé comme un moyen de paiement au-delà de sa juridiction d'origine. Il y a une réglementation très forte à faire de ces stablecoins, mais comme il n'y a pas de big tech européenne, je crois qu'il y a encore plus une alternative, une solution européenne à monter, c'est cette plateforme dont je parle. Et est-ce que vous êtes raisonnablement optimiste quant à son aboutissement ? Je crois en tout cas que la France, particulièrement en Europe, est avancée sur le plan de la technologie et que nous sommes traditionnellement leaders dans le domaine des paiements européens. Et on l'a vu à nouveau sur EPI, les 40 ans de CB dont on parlait. J'ai retenu une phrase de Charles Péguy terrible sur les 40 ans, comme il doit y avoir une majorité de plus de 40 ans ici. On va essayer de survivre à cette fatalité, et j'ose à peine vous avouer, je n'ose pas vous avouer depuis combien d'années j'ai passé ce cap funeste. Enfin, bon anniversaire quand même à CB l'année prochaine. Voilà, CB est pilote dans les schémas nationaux en Europe. EPI, on sait que ça tient beaucoup à l'engagement des 6 grandes banques françaises. Je crois qu'il y a là-dessus un sujet de volonté stratégique. Et je crois qu'on le partage très largement dans cette salle. Encore une fois, mesurons le chemin parcouru. On aurait dit il y a 10 ans que les paiements, et à l'époque on aurait peut-être parlé de monétique, c'est un élément central d'une souveraineté européenne ou de ce que le président de la République appellerait l'autonomie stratégique, mais tout le monde aura ouvert des grands yeux. Le fait qu'aujourd'hui ça nous paraisse une évidence partagée, ça donne le chemin parcouru. Alors il faut que cette évidence soit partagée pas seulement dans le forum CB, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe. Pour répondre à votre question, là-dessus je suis raisonnablement optimiste, mais il y a encore un peu de pédagogie à faire. Je crois qu'en tout cas, la présidente de la BCE, si je peux parler en son nom, partage largement cette conviction. Comme je serai à Francfort demain matin, je porterai aussi ce message. Ça, c'est la volonté stratégique. Et puis, à côté, il faut le travail technique, il faut un peu d'investissement. Et on sait qu'à chaque fois, ces projets-là, voilà, se rencontrent des discussions de la part des actionnaires, des stakeholders. En disant, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir ? Eh bien, je crois que oui, ça vaut vraiment le coup d'investir. Et je dis là-dessus, quand nous serons autour de la table, l'Eurosystème prendra une part de l'investissement. Pas tout, mais une part. Et je crois que tout ça est d'intérêt commun. J'insiste vraiment beaucoup sur cette notion de partenariat public-privé. Je crois que nous sommes tous familiers du domaine, mais il faut bien expliquer à nos leaders politiques, à nos concitoyens, que la monnaie, d'abord, c'est une affaire évidemment très sérieuse, c'est une affaire qui bouge vite aujourd'hui avec la technologie, et c'est une affaire où nous avons besoin à la fois, et pardon de la simplification, de l'innovation privée et de la sécurité publique. Parlons de sécurité et de fraude. Quelles sont les priorités actuellement de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement ? Alors, je vais parler ici sous le contrôle de Julien Lassalle, qui est là au premier rang et que vous verrez dans la suite de la journée. Et Julien est à la Banque de France, mais aussi le secrétaire de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Je vous rappelle, l'Observatoire créé en 2001, d'abord pour les cartes, et étendu en 2016 à l'ensemble des moyens de paiement. Beaucoup d'entre vous y participent activement. Je crois que là aussi, c'est une instance modèle sur le plan français, une instance partenariale. Si je dois citer une priorité, il y en a plusieurs et vous les connaissez, mais si je dois citer une priorité, c'est la fraude aujourd'hui à l'ingénierie sociale, pour faire court, et qui ne s'applique pas seulement vis-à-vis des entreprises, mais qui s'applique vis-à-vis des particuliers, les faux conseillers bancaires, etc., avec des publics vulnérables. Nous avons fait des très grands progrès sur la sécurité technique,
nous l'avons fait ensemble, mais voilà, les techniques de fraude aujourd'hui se déplacent vers le psychologique, l'usurpation d'identité, la récupération, enfin, vous le savez, auprès de clients parfois crédules ou abusés de leurs coordonnées bancaires et à partir duquel on peut faire des opérations. Je crois que nous travaillons activement là-dessus ensemble. Nous travaillons aussi avec l'ARCEP et les opérateurs de télécom pour éviter le spoofing. Il y a la question des remboursements des clients qui ont été ainsi abusés. Je sais que c'est une question sensible, mais je crois que nous avons, dans le cadre de l'OSMP, bien travaillé et avec Julien et ses équipes, posé un certain nombre de principes. Appliquons ces principes-là et développons ensemble au maximum la pédagogie. Nous le voyons année après année, hein, les fraudes aux moyens de paiement diminuent. C'était le cas en 2022. Ça sera le cas aussi, à votre avis, cette année? Vous avez une première tendance à nous donner? Voilà, à la pause, vous torturez Julien Lassalle pour savoir s'il a déjà les chiffres 2023. Moi, je ne les ai pas encore. Mais nous avons tendance à penser qu'effectivement, les choses continuent à aller dans le bon sens et que ce qu'on a fait dans le cadre de la DSP et le renforcement de la sécurité technique des moyens de paiement, effectivement, se traduit par des progrès. Mais voilà, la fraude est aussi vieille que le monde, ses formes se déplacent, et je crois qu'il faut que nous adaptions la prévention au fur et à mesure de l'évolution des modes de fraude. On est beaucoup aujourd'hui dans la pédagogie et la psychologie. Oui, elle se développe particulièrement vite en ce moment, notamment avec l'application de l'intelligence artificielle dont on va parler tout à l'heure lors d'une table ronde. Est-ce que ça, c'est un des effets qui vous inquiète? Je crois que c'est un sujet qui peut venir, et voilà, l'intelligence artificielle a fait depuis un an un bond spectaculaire, absolument incroyable dans nos esprits à tous. Bon, alors après, c'est comme toute innovation. Je crois qu'il faut être à la fois extrêmement attentif, extrêmement présent, et puis se donner un tout petit peu le temps de regarder ce que ça va changer vraiment. Nous ne voyons pas aujourd'hui des fraudes massives appuyées sur l'intelligence artificielle. Ça peut être un risque, on regarde. Mais en attendant, voilà, les personnes âgées qui sont appelées par un faux conseiller bancaire, c'est pas ChatGPT. Hein. En général, il y a quand même une personne au bout du fil. Donc c'est ça qu'il faut traiter le plus sérieusement aujourd'hui. Nous y sommes mobilisés ensemble. Et pour conclure, plus globalement, comment vous voyez l'application, l'impact de l'intelligence artificielle aux banques? Est-ce que ça va bousculer, selon vous, le modèle de l'industrie financière? Bon, ça va sûrement bousculer non seulement les banques, mais je crois l'ensemble de l'économie, et en particulier l'économie des services. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance des données, et partout où il y a de l'information, et l'activité bancaire et la finance reposent très largement sur l'information. Ça vaut aussi pour les banques centrales. L'intelligence artificielle va faire évoluer nos métiers. Après, je crois je l'ai esquissé à propos des fraudes, mais je crois qu'il est trop tôt pour répondre aujourd'hui, pour dire, voilà, sur la banque de détail, ou sur la BFI, ou sur l'analyse des données économiques pour la banque centrale, ça va changer telle chose. Bon, il n'y a aucune fatalité en la matière. La seule fatalité, c'est si on laisse l'intelligence artificielle à d'autres. Hein, et ça, je crois, qu'on parlait de souveraineté européenne à propos des paiements. Évidemment, avoir un effort français, européen, prospectif sur l'intelligence artificielle, c'est clé. Si vous me permettez de terminer par ce qui est peut-être une réflexion quasi philosophique, je suis frappé que beaucoup des spécialistes de l'IA qui s'y intéressaient avant ChatGPT et avant la grande vogue de l'IA générative mettent toujours en alerte sur le mot intelligence artificielle. Je pense à Luc Julia ou à d'autres. Ils disent notamment que IA, ça veut dire intelligence augmentée plutôt qu'intelligence artificielle. Et je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on peut poser le sujet un peu plus sereinement. Rien ne va remplacer l'intelligence des hommes et des femmes, y compris dans le domaine des paiements. Il y a des outils qui vont permettre de l'assister, peut-être de l'augmenter, d'automatiser un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées, et pourquoi pas, et de dégager encore plus de temps pour la créativité et l'innovation. Je crois que vu comme ça dédramatise un peu les choses. Par ailleurs, souvenez-vous sur la blockchain de ce qu'on pouvait dire il y a 6-7 ans, le nombre d'activités qui étaient promises à extinction ou révolution dans les 2 ans qui suivent à propos de la blockchain était impressionnant. Je pense que la blockchain est une vraie technologie prometteuse.
Mais je crois que sur l'IA comme sur les paiements, ce qui compte, c'est de rester dans le siège du conducteur. C'est très important pour l'Europe, qui sur toutes ces technologies est un peu moins dans le siège du conducteur que d'autres. Voilà, moi j'ai dit, je ne sais pas si c'est mon optimisme, mais en tout cas ma détermination et ma confiance, vu les atouts français à ce que nous avons en la matière, que nous puissions gagner cette bataille de l'innovation. J'insiste encore une fois sur le fait que nous la gagnons ensemble. C'est un partenariat. Nous construisons une stratégie européenne des paiements autour du fameux triangle CB plus EPI plus euro numérique. Merci infiniment pour cette conclusion qui nous servira d'introduction tout à l'heure pour notre table ronde sur l'intelligence artificielle. On vous applaudit. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur.